En fait, un an après, ils m'ont recontacté. Il y avait déjà 1500 recruteurs, sourceurs, beaucoup aux États-Unis. C'était une boîte de 18 000 personnes. Je suis resté 2 semaines chez Doctolib, j'ai rappelé Facebook et je suis enfin allé chez Facebook. C'était magnifique. On a explosé nos objectifs, mon recruteur et moi, on a tous les deux été promus. Enfin, ça a été génial. Et tu vois, principalement grâce à cette source. Parce qu'on l'a abordé de façon très stratégique, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de difficultés à travailler pour Facebook. Parfois, on embauchait des personnes, elles venaient, elles passaient 2 entretiens parce qu'elles avaient déjà validé les autres 6 mois avant. Bon, Mister Paul Mouchet, très content de t'avoir sur le plateau. Bienvenue sur le plateau du Gros Hiring Club. Déjà, comment tu vas ? Très bien, très bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je suis trop content de t'avoir ici parce que ça fait quelques fois qu'on échange, notamment pas mal en visio. Et souvent, on me parle de toi comme l'un des meilleurs sourceurs français. Ouais. N'importe quoi. Commence pas comme ça. Donc, pour te foutre la pression. Et en tout cas, tu as des très belles expériences chez Facebook, chez Doctolib. Tu as vu aussi beaucoup de choses dans ta carrière, notamment des nouveaux postes qui sont arrivés. Tu as construit des pôles sourcing, tu as mis en place des stratégies d'acquisition de talents. Donc ça, c'est aussi ce qui va nous intéresser. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore du coup ? J'ai 33 ans, je suis marié depuis 7 ans, j'ai une petite fille qui a 2 ans et je suis triplé, ça c'est sur le plan très perso. Sur le plan plus pro, moi ça fait 10 ans que je fais du recrutement, pile cette année. J'avais commencé chez BNP Paribas et j'ai toujours fait du sourcing. Moi, je suis un gros produit sourceur. C'est pour ça que les gens me disent que je suis un bon sourceur, parce que j'en fais depuis longtemps. Tu fais que ça, voilà, tu t'es spécialisé, c'est bon, on t'a identifié. Exactement. Et donc aujourd'hui, je suis dans une sorte de petite transition professionnelle, je cherche mon futur emploi et peut-être que quand cette vidéo sortira, j'en aurai un nouveau. Exactement, voilà. Ou peut-être que ça donnera envie à des gens de te solliciter, quoi. Exactement. Enchaînons directement sur le vif du sujet, qui sont tes expériences chez Facebook et chez Docto. On a pris ces deux-là parce que sinon on peut pas non plus s'étaler partout, quoi. Mais déjà, Facebook, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es rentré chez Facebook ? Ça doit pas être déjà une mince affaire. Non, c'est une très belle histoire parce que Facebook... moi, je rêvais d'y travailler, tu vois. Quand j'ai rejoint Axway après BNP Paribas, c'était pour être dans un environnement tech où j'allais parler anglais pour pouvoir ensuite intégrer ce type de boîte. Axway, pour moi, c'était un tremplin. Et Facebook m'a contacté en 2016 et pour moi, c'était un petit peu trop tôt. Mais je commençais à avoir un bon renom, tu vois. Il m'avait contacté parce qu'il m'avait vu parler à plusieurs conférences. Enfin, des sourceurs de chez eux m'avaient vu parler à des conférences. Mais mon niveau d'anglais n'était pas encore top. Et surtout, j'avais un peu peur de partir, tu vois. Donc, j'ai quand même fait le process. Ça s'est bien passé. Ils me proposaient un CDD d'1 an à Dublin. Et moi, je leur ai dit, on savait pas trop. Tu vois, eux sentaient que j'étais pas prêt. J'allais me marier en plus, donc j'hésitais. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. Et on s'est dit, dans 1 an. Et quand ils m'ont dit dans 1 an, moi, j'ai compris jamais. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer ma carrière professionnelle. En fait, 1 an après, ils m'ont recontacté. Ah ouais. J'ai fait le process. Ça s'est bien passé. Ils m'ont fait une proposition. J'ai rejoint Doctolib. Finalement, parce que j'avais aussi une offre de Doctolib. Ah ouais ? Ouais. Ah, je savais pas que c'était dans cet ordre-là. D'accord. Je suis resté 2 semaines chez Doctolib, j'ai rappelé Facebook et je suis enfin allé chez Facebook. Ah, mais c'est incroyable, je savais pas. C'est fou. C'est une grande histoire. Grande histoire. Et c'était incroyable parce que Facebook, c'était tout neuf pour moi. Je suis arrivé là-bas et tout était à un autre niveau. Tu vois, c'est vraiment, tu vas et c'est l'inconnu et tu découvres et t'en prends plein les yeux. À chaque conférence, à chaque bâtiment que tu visites, à chaque personne que tu rencontres. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et tu te sens très vite comme un imposteur. Mais tout le monde, tous les gens qui rejoignent Facebook se sentent comme des imposteurs au début. Et puis après, tu prends le rythme. En plus, j'avais pris un Mac parce que tu choisis ton matériel informatique, tu vois. J'avais jamais travaillé sur un Mac. Et tous mes potes m'avaient dit, mais prends un Mac, tu vas pas prendre un Lenovo ou un Windows ou un Microsoft. J'avais dit, allez, je prends un Mac. J'arrivais pas, je galérais. Le clavier, il était inversé, c'était en anglais. C'était un QWERTY au lieu d'un AZERTY. C'était horrible. T'as l'impression d'avoir perdu déjà 20% en compétences juste à cause du clavier. Écoute, au bout d'1 mois, j'avais dit à ma femme, on rentre en France, je vais être prof de sport, c'est trop compliqué. Le recrutement, c'est trop compliqué pour moi. Puis je me suis accroché. Quand il y a des petites victoires, des candidats que tu commences à te loser, ça donne du baume au cœur et derrière, c'est très bien passé. Trop bien. Et quand tu rentres chez Facebook, du coup, comment est structuré le pôle recrutement ? Est-ce qu'il y a déjà des membres dans l'équipe, j'imagine, parce que ça devait... tu as été recruté, donc c'est évident. Toi, tu as quelle place là-dedans ? Alors Facebook, si tu parles monde, c'était déjà une grosse machine recrutement. Tu vois, il y avait déjà 1500 recruteurs, sourceurs, donc beaucoup aux États-Unis. C'était une boîte de 18 000 personnes quand je suis arrivé. Mais moi, mon équipe de sourceurs en Europe, il y avait 5 personnes. Ok, donc 5 personnes sur Europe. Okay. Sur le business uniquement. Parce que tu avais aussi des sourceurs tech et des sourceurs sur les operations. Moi, j'étais dans la partie business.
mais je recrutais des ingénieurs pour le business. C'était un peu particulier, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais du coup, Facebook, c'était une machine qui était déjà très bien huilée et très bien fragmentée en termes de recrutement. Tu avais des recruteurs, des sourceurs qui travaillaient en binôme avec des recruteurs, des coordinateurs et toute une partie qui était les opérations. Donc tu avais le campus, la mobilité interne, la formation des recruteurs, et ce qu'on pourrait qualifier un peu de RecOps aujourd'hui, mais donc c'était souvent des data scientists qui travaillaient sur l'ATS, qui était un ATS maison. Okay. Donc voilà comment c'était un peu organisé. Et quels étaient un peu les enjeux stratégiques ou de recrutement que tu avais quand tu arrivais là-bas? Est-ce que tu avais un plan de recrutement que tu avais défini, qu'on t'avait imposé? Comment ça se passait en termes d'objectifs? Ouais, alors c'est très intéressant parce que moi je suis arrivé sur une pipeline très particulière qu'on appelait les solution engineers. Les solution engineers, c'est des ingénieurs qui peuvent passer la barre et le niveau pour être des devs chez Facebook, mais qui vont travailler avec les CMO, avec les Head of Sales, parfois avec les CEO des différents partenaires advertising de Facebook, pour concevoir des solutions advertising en partant de rien, tu vois, en partant d'une problématique business, la ramener en interne, aller la pitcher à d'autres équipes dev et participer à la construction de cette solution avec eux pour ensuite la scaler à plein d'autres boîtes. Donc c'est un poste qui peut ramener, enfin c'est un rôle qui est difficile à recruter, mais qui peut ramener énormément de business. La façon dont on faisait un peu le staff plan par rapport à ça, c'est on disait, en fonction des pays, il faut à peu près un solution engineer pour 5 sales ou pour 6 sales, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc nous, on avait un plan de recrutement qui était lié au développement des équipes sales partout en Europe. Okay. C'était vraiment très très lié de cette façon-là. C'était tout en sachant qu'on était toujours en retard, parce que recruter des solution engineers, c'était notoirement difficile. L'équipe qui était avant nous, avant moi et le recruteur qui arrivait, parce qu'on arrivait en binôme, tous les deux ensemble le même jour. Tu vois, ils avaient recruté 3 personnes en 1 an. Donc très compliqué, en faisant que ça. Donc nous, on nous a dit la première année, si vous en faites 4, on a commencé en mars, si vous en faites 4, on sera très content. Quoi. Ah ouais, c'est dingue. Okay. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est fou. Okay. Ouais. Et on en a fait sur le premier semestre, donc de mars à juillet, et on en a fait 3 sur la seconde partie de l'année. Ah, incroyable. Ouais. Donc vous avez réussi à atteindre l'objectif. Ouais. Mais du coup, des profils hyper spécifiques, hyper compliqués. Très compliqué, très très compliqué, parce que déjà, trouver des personnes qui ont la barre, qui passent le niveau engineering chez Facebook, c'est compliqué. Et souvent, c'est des personnes qui sont extrêmement imbriquées dans la tech, qui sont des très 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 bons développeurs, qui mangent beaucoup de tech, et qui du coup, pour eux, tu vois, n'ont pas forcément toujours développé cette partie vision business, intérêt business, capacité à parler avec le business. Donc au début, on cherchait beaucoup des CTO, tu vois, de petites boîtes, des personnes qui avaient créé un produit pour répondre à une problématique business. Mais souvent, c'était des personnes qui étaient un peu trop hands-off, qui n'avaient pas encore les mains dans le cambouis ou pas au niveau de Facebook. Donc c'était compliqué, c'est de l'itération constante. Et en fonction des pays où tu vas chercher, parce qu'on recherchait dans 6 pays en Europe pour les placer aussi localement, ce qui était une grande différence par rapport aux équipes engineering de Facebook qui sont toutes basées à Londres. En fonction des pays, tu avais aussi des approches différentes. Tu allais chercher dans des boîtes et des types de profils assez différents. Pour le coup, c'était vraiment apprendre en faisant, quoi. On apprenait tout le temps, on avait un plan, on se disait « Ok, on va faire ça, on va itérer ». Toutes les semaines, on se réunissait. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on continuait de faire rouler la balle, quoi. Et comment tu fais pour recruter du coup dans plusieurs pays différents? Comment tu choisis ton pays? Et quelles sont un peu les particularités, on va dire, de sourcer dans un autre pays? Ouais. Alors les pays, on les choisissait pas. C'était plus le business qui les choisissait. Qui nous disait, on a besoin... Alors nous, c'était plutôt, il fallait parler les langues. Et souvent, nous, le raccourci qu'on avait, c'est on va aller chercher dans les pays où ils parlent la langue. Hein. Même si parfois, ce raccourci s'est avéré être faux, tu vois, être pas une bonne idée. Mais c'était des approches assez différentes. Donc, je vais te donner des exemples assez contraires, tu vois, pour bien illustrer ça. On recrutait quelqu'un à Tel Aviv, en Israël. Tel Aviv, on avait des équipes engineering fortes qui recrutaient beaucoup d'ingénieurs là-bas. Et c'est quand même une population où il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de jeunes entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc on s'était dit, c'est un bon terreau, on va trouver facilement là-bas. Et c'est aussi une population qui aime bien le cold calling et qui aime bien les messages sur WhatsApp. Et donc nous, on prenait la base de données engineering qui avait déjà fait des interviews chez Facebook, on prenait les numéros et on envoyait plein de messages sur WhatsApp. Tu vois, s'ils avaient une petite expérience d'entrepreneur, et on envoyait des messages sur WhatsApp. Et du coup, comme ça, on a recruté très rapidement. Ça marchait très bien là-bas, très facile.
Enfin, facile, entre guillemets. Ouais. Mais c'est le levier qui marchait le mieux par rapport à cette population. C'est le levier qui marchait bien. Okay, ouais. L'Italie, beaucoup plus compliqué, parce que c'est un pays où les barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat sont très fortes. Donc, tu avais moins d'entrepreneurs. C'est aussi un pays où les salaires sont plus bas. Et donc, souvent, les bons ingénieurs partent très rapidement. Et donc là, quand on cherchait localement, on n'y arrivait pas. On galérait énormément. Et donc, on nous disait, allez chercher aux States, allez chercher à Berlin, allez chercher à Londres. Tout en se disant, OK, ça veut dire relocation, ça veut dire, tu vois, beaucoup de choses pour nous. Donc, en fait, c'était beaucoup d'itérations. On se disait, OK, on va aller chercher un peu là, un peu là, un peu là. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé à quasiment tous les ingénieurs chez Facebook qui étaient italiens, en leur disant, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un ? Et vous, si vous deviez retourner en Italie, vous iriez bosser dans quelle boîte ? On a collecté tout ça et puis finalement, on a trouvé un referral, tu vois. Ah ouais, Un referral qui a marché comme ça. Quelqu'un qui avait fait un process pour être engineering manager, qui avait raté pas grand-chose. On l'a trouvé comme ça. Et après, tu avais l'Allemagne, un autre exemple. Tu vois, l'Allemagne, on galérait. L'Allemagne, on galérait énormément parce que c'est un pays où tu as beaucoup d'immigration sur l'engineering. Et donc, nous, on cherchait quelqu'un qui parlait allemand. Pareil, du coup, c'était difficile. Et c'est aussi un pays où ils ont une culture du test technique qui est moins forte. Notamment le test technique de Facebook qui demande énormément de préparation. Et en plus, ils ont pas mal de réticences par rapport aux GAFAM, parce que la donnée, la protection de la donnée, ils sont très à cheval là-dessus. Et donc là, on galérait. Notre combat, c'était de montrer beaucoup la donnée pour faire tomber un petit peu le requirement, tu vois, l'exigence du langage parlé allemand. Et donc là, c'était plus montrer, faire rentrer beaucoup de personnes dans le process, rater, remontrer, dire on va galérer, combien de temps on va attendre, est-ce que vous êtes prêts à attendre ça, pour faire changer un peu les décisions et se dire ok, on peut y arriver sans quelqu'un qui parle allemand. Donc c'était des approches très différentes en fonction des pays. Ah, c'est incroyable, hyper intéressant. Et selon toi, quels sont les leviers que tu as explorés où tu es sorti un peu justement dans ce côté test and learn? Quels sont les leviers selon toi qui t'ont apporté justement des résultats assez intéressants ou des endroits où tu n'avais même pas imaginé, tu t'imaginais même pas aller sourcer là-dedans? Ouais. Et au final, ça s'est avéré intéressant. Peut-être pas concluant, mais en tout cas intéressant. Nous, ce qui a trop bien marché, c'était les referrals en fait. Tu avais une équipe, il y avait 12 personnes en Europe de Solution Engineer quand on est arrivé. Et ils avaient envoyé 30 referrals l'année d'avant, tu vois. Et tout le monde disait, c'est pas assez. Mais eux, à chaque fois qu'on leur disait, vous n'avez pas des referrals, ils nous disaient, bah ouais, on l'a déjà fait, quoi. Mais on savait que c'était une bonne source à exploiter. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un peu l'approche. C'était moi qui étais chargé de ce sujet-là. Et tu vois, j'ai pas mal parlé avec mon directeur recrutement, moi, N+2, avec le recruteur, avec le directeur de cette équipe-là aussi, pour se dire comment on peut faire pour qu'on ait plus de referrals de cette équipe. Et le directeur des Solution Engineers, il m'a dit, ok, tu as mon buy-in complet. Moi, je vais donner du budget pour mettre des couches en plus du referral bonus chez Facebook qui était déjà bien fort. Je vais tout le temps être dans le dos de l'équipe. Je vais mettre des objectifs, les objectifs que tu me le donneras, je les mettrai dans leurs objectifs, en plus de leurs objectifs de travail, quoi. Et donc moi, j'ai rencontré toutes les personnes de l'équipe, une à une, pour un premier meeting en expliquant c'est quoi un referral. Parce que parfois, tu as des billets. Les gens pensent, referral, je dois avoir travaillé avec lui et je dois être sûr que cette personne est trop forte. Là, je disais, bah non, ça peut être juste quelqu'un dont tu as entendu parler, ça peut être un lead, ça peut être, tu vois, ça peut prendre plein de formes. Et surtout, à chaque fois qu'on terminait l'entretien ensemble, on se serrait la main et on disait, on a un agreement, tu vois, on a un accord. Et cet accord, c'est, tu vas m'en envoyer 2 pendant la semaine, tu vas faire la recherche, ou alors même, on va se revoir pour 45 minutes pour regarder ton réseau LinkedIn ensemble, ou je vais t'apprendre ça, etc. Et donc, avec les 12 personnes de l'équipe, j'avais ces agreements-là. Je l'ai fait plusieurs fois. À chaque fois qu'on avait un new joiner, on le faisait passer dans la moulinette très rapidement. Et en fait, sur 13-14 mois, il y a eu 120 referrals qui ont été générés. Et on a fait 6 embauches. C'était sur l'année 2. 6 embauches, donc tu te rends compte, c'était plus que l'objectif total de la première année. Et c'était magnifique. On a explosé nos objectifs. Mon recruteur et moi, on a tous les deux été promus. Enfin, ça a été génial. Et tu vois, principalement grâce à cette source, parce qu'on l'a abordé de façon très stratégique. C'est comme si je te disais... Alexis, tu seras trop heureux si tu es champion du monde de foot. Mais toi, tu sais pas comment être champion du monde de foot. Tu vois, les referrals, ça marche souvent comme ça dans les boîtes. Tu leur dis, vous allez gagner ce bonus si vous faites des referrals. Trop bien, mais comment je fais? Alors que si tu les guides et tu leur dis, ok, voilà comment tu vas faire. Tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, tu vas manger ça va être plus simple. Là, c'était pareil, tu vas aller chercher dans ton réseau. Si ça marche pas là-dessus, tu vas penser à ça.
On va avoir un agreement où tu vas être obligé de me donner des noms. Et du coup, ça emmène toute une mécanique où c'est automatique, quoi. Et en fait, ils me voyaient comme Monsieur Référol. Tu vois, à la fin de l'année, j'avais fait une cérémonie. Tout le monde avait mis son petit costume. Il y avait des Lego et tout à gagner pour les personnes qui avaient fait le plus de référoles, qui avaient le plus de succès dans ces référoles, le plus de leads, etc. Donc en fait, c'était un mouvement perpétuel, tu vois. On faisait parfois un mois où on disait, OK, sur ce mois-ci, celui qui fait le plus de référoles, il gagne un bubble head avec sa tête comme ça, machin. Et donc en fait, c'était constant, tu vois. Et ça a très très bien marché. Ouais, c'est incroyable. En fait, on va dire, pour prendre ta métaphore, tu as créé le plan d'entraînement en gros pour qu'il devienne champion du monde. Et puis tu as le côté gamification avec ce côté remise de prix. Tu deviens une référence sur le côté référol. Tu as limite, t'incarnes une sorte de personnage, tu vois, dans le truc. C'est littéralement dans ça. la boîte, quoi. Mais c'est très drôle que tu dis ça parce que c'est ce que mon N+2 m'avait dit. Il m'avait dit, il faut que quand les gens te voient, t'es presque un t-shirt avec marqué, t'es referral man, quoi. T'es un panneau publicitaire ambulant pour qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai, je l'ai pas fait. Ah, c'est incroyable. Et du coup, t'es resté combien de temps chez Facebook ? 3 ans. T'es resté 3 ans. Donc, première année, 4 recrutements. Deuxième, 6. Alors, 6 sur les referrals. On en a fait plus au total. Au total, vous en avez fait combien ? Quand je suis parti, l'équipe a été montée à 37, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc en 3 ans, on a... De 5 à 37 l'équipe. Okay. Ouais, 11-12 à 37. J'ai recruté 4 managers, dont la première manager femme de l'équipe, un directeur, même des stagiaires. On a commencé à avoir une équipe assez forte. On s'est dit, vas-y, on peut mettre des stagiaires. Et du coup, beaucoup de contributeurs individuels. Et c'était super intéressant. Beaucoup dans la diversité aussi. On essayait toujours d'aller chercher des profils divers, ce qui voulait dire féminin pour Facebook souvent. Okay. Donc ouais, tu vois, 2 ans et demi, 25. Ouais. Ah, c'est dingue. Ouais. Et du coup, comment tu construis ce pôle recrutement, ce pôle sourcing ? Tu veux dire chez Doctolib ou tu veux dire chez Facebook, ouais. Alors, comment tu le construis ? Moi, j'étais pas à l'origine, tu vois. Donc, j'ai pas... Oui, donc toi, tu l'as vu moi, je l'ai arriver vu en tant que rouage dans la machine. C'est ça, en fait. Tu vois, je l'ai pas vu en tant que... Je l'ai pas construit. Et comment tu l'as ressenti, on va dire ? Quelles sont les choses qui t'ont marqué dans cette évolution au sein de Facebook ? Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es sourceur ou quand tu es recruteur chez Facebook, tu te définis pas par ça, tu te définis plus par le nom de l'équipe pour laquelle tu recrutes. Donc en fait, quand on se disait dans quelle équipe, on disait jamais recrutement, on disait plus solution engineering et je fais du recrutement ou du sourcing. In fine, comme tu as plein de personnes, tu vois, par exemple, l'équipe sourcing business IMEA chez Facebook, on avait des personnes qui recrutaient des sales, on avait des personnes qui recrutaient un peu plus côté marketing et créa, et on avait des personnes comme moi qui recrutaient des ingénieurs. Et donc en fait, on a des problématiques très différentes. Et notre travail ne ressemble pas du tout, et l'approche qu'on a du recrutement a très peu de points en commun. Et donc, tu as ton équipe sourceur, qui est une équipe presque de support, une petite famille sur laquelle tu peux venir et tu vas échanger avec eux, et tu sais quand même qu'on a une identité commune assez forte, et ça c'est génial. Mais l'équipe à laquelle tu appartiens, on va dire, et avec qui tu as ce sentiment d'appartenance, c'est l'équipe Solution Engineering. Et donc en fait, je faisais les off-site avec eux, j'allais en meeting avec eux, on passait des super moments ensemble, on faisait des dîners ensemble, mais aussi avec mon équipe sourcing. Donc tu es un peu entre les deux comme ça, ce qui te permet de continuer à développer ton expertise sur le recrutement, parce que tu as des petits, meetings d'équipe, tu fais partie d'une équipe où tu as des trainings, tu as beaucoup de choses qui te poussent en avant sur ton craft et ton expertise. Mais à côté, tu développes aussi beaucoup ton expertise business. Tu comprends mieux ton manager, tu comprends mieux les personnes pour qui tu recrutes. Et ça a beaucoup de valeur. Et Facebook le faisait je dis faisait parce que je ne sais pas s'ils le font encore et qu'ils ont beaucoup réduit leurs effectifs de recrutement, mais le faisait très très bien. Ouais, je comprends parce que tu es hyper engagé du coup pour l'équipe que tu sers entre guillemets ou que tu aides, et puis plus ton pôle expertise recrutement. Exactement. Okay. C'est comme si c'était une petite entreprise, tu vois, comme une sorte de petite business unit à l'intérieur, et toi tu es dédié à cette problématique-là. Facebook, c'est tellement énorme, c'est abstrait. Toi, tu as cette petite problématique-là de recrutement de solution engineer en Europe. Et tu es au cœur du directeur. Trop bien. Et quels sont les outils que tu utilisais justement à l'époque ? Donc, tu disais il y avait un ATS maison. Est-ce que tu utilisais LinkedIn recruteur ? Comment ça se passait ? Ouais, de ça, c'était le gros mythe. Moi, quand je suis arrivé chez Facebook, je me suis dit, oh là là, ils doivent tous être incroyables, ils doivent tous faire du scrapping dans tous les sens, utiliser des outils dont j'ai jamais entendu parler. La réalité, c'est que 95% des recruteurs et sourceurs, on est tous sur LinkedIn recruteur avec l'ATS. Parce que l'ATS, il était formidable. C'était assez incroyable. Il permettait de faire des automatisations et il permettait de gagner du temps à quels endroits ? Pas mal d'endroits, en fait.
tu avais une extension Chrome qui se pluguait sur les profils LinkedIn. Donc, en fait, dès que tu faisais du sourcing et que tu ouvrais un profil, puis il te l'importait. Voilà, exactement. Où tu l'apportais, mais surtout, tu voyais l'historique. Parce que c'est ça, quand tu travailles chez Facebook, tu as beaucoup de recruteurs et de sourceurs. Et donc, la première chose à savoir, avant de contacter un candidat, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà dessus? Et quand je dis déjà dessus, c'est qui a échangé avec cette personne récemment et du coup qui est flagué en ownership. Tu vois, quand tu ouvrais le profil, enfin l'extension Chrome, la première chose que tu voyais, que tu regardais, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, il y avait le nom de la personne avec sa petite photo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur ce profil? Sinon, boum, la première chose que tu fais, tu cliques, je claim. Tu dis yes. Exactement, je veux claim. Et ça veut dire le candidat, il est à moi pour 30 jours. Et à chaque fois qu'il y a une réponse et un échange, ces 30 jours est renouvelé. Et donc, en fait, normalement, sur un process de recrutement, tu as des échanges, tu vois, assez régulièrement, on espère. Tu n'attends pas 30 jours pour avoir d'autres échanges. Et donc, tu gardes l'ownership de ce candidat pendant 30 jours à chaque fois. Et donc, ça, c'est très précieux pour le fonctionnement de Facebook. Après, quand tu parles de l'ATS en lui-même et tu vois, et des features qui étaient utiles, tu avais de l'automatisation en mode chaîne d'email qui marchait bien. Tu avais une base de données incroyable, un ATS qui faisait CRM en même temps, donc une base de données incroyable avec un niveau de filtre extrêmement granulaire et très précis, tu vois, à tel point que tu peux dire quelqu'un qui a eu ce résultat à ce type d'interview entre cette date et cette date, quoi. C'est vraiment ça. Incroyable. Et derrière, une plateforme analytics qui est complètement imbriquée dans l'ATS. Et au-delà de l'imbrication qui va te donner une super belle donnée, c'était surtout les passerelles entre la donnée et l'ATS qui étaient super intéressantes et uniques. D'ailleurs, moi, j'ai jamais revu ça. C'est-à-dire que quand tu allais chercher la donnée, tu vois, tu vas dire par exemple, je veux un funnel de recrutement avec les candidats sourcés, les candidats pre-screen, etc., entre telle date et telle date. Si tu cliquais sur le pool de candidats en disant je veux uniquement, par exemple, les gens qui ont été en pre-screen, qui ont été déclinés pour cette raison, tu cliques là-dessus. Ça t'ouvrait la liste avec le panel de filtres. Et donc, tu pouvais remettre un coup de filtre et ensuite aller rebalancer des emails à ces candidats-là pour une raison très particulière. Et en fait, ce constant va-et-vient faisait qu'à chaque fois qu'on faisait de la donnée pour le business, ça nous ouvrait des clés de lecture sur le sourcing. On disait « Ah tiens, on n'a pas pensé à ça, fais voir si je fais ça. » Ça te remettait le funnel. « Ok, tiens, si je clique là, ça m'ouvre la liste de candidats. » Et donc là-dessus, tu pouvais dire très bien... Moi, imaginons que je veux aller chercher des candidats qui ont raté l'interview system design sur l'engineering, qu'on a raté seulement 1 sur 2. Je fais ça. Où est-ce qu'ils l'ont raté? Est-ce que c'était sur site ou est-ce que c'était à l'interview, tu vois, le phone screen interview, on va dire. Interview technique, pardon, après le phone screen. Je clique là, boum, ça me remet la liste et surtout une nouvelle fois avec un panel de filtres. Et du coup, je peux dire ceux uniquement en Angleterre, par exemple. C'était incroyable. Ouais, ça, c'est fou en fait. Et du coup, ça te permet de... Vraiment, parce que ça, c'est une problématique, j'ai l'impression, très commune aujourd'hui, de se dire, j'aimerais bien sourcer dans mon vivier, mais en fait, j'arrive pas. Ouais. J'ai pas les bons filtres, l'ATS permet pas de faire ça, la donnée, elle est pas bonne, elle est pas qualitative. Ouais. Et donc là, ils ont réussi à hacker un peu le truc ou craquer le truc, qui fait que, bon, en tout cas, moi, je crois beaucoup au vivier, mais voilà, faut savoir l'exploiter. Ils ont réussi à craquer un peu l'exploitation du vivier. Ouais, franchement, complètement. Tu avais des personnes qui faisaient leurs embauches uniquement avec, qui faisaient leurs objectifs du quarter, enfin du semestre, uniquement avec la thèse, littéralement en plus parfois très rapidement, parce que tu avais ce truc de collaboration entre les équipes qui était très fort aussi. Et tu vois, quand un candidat ratait une interview sur un type de poste, parfois tu dis, ah bah très bien, moi j'ai un poste où cette interview elle n'était pas nécessaire, en revanche j'avais besoin de celle-ci. Et pour les candidats, c'est une expérience géniale aussi, tu vois. T'as raté, mais en fait, t'as raté pour ce poste-là, on te recontacte pour un autre poste où on va prendre en compte les feedbacks des autres interviews, si elles ont eu lieu il y a moins de 6 mois, et on va te faire les interviews supplémentaires. Nous, parfois, on embauchait des personnes, elles venaient, elles passaient 2 entretiens parce qu'elles avaient déjà validé les autres 6 mois avant. Enfin, moins de 6 mois avant. T'avais aussi un peu de machine learning là-dedans, en mode, plus tu fais des recherches, plus... les résultats de recherche vont être meilleurs, tu vois, quand ils vont voir les candidats que tu sélectionnes. Tu pouvais dire, par exemple, je vais me baser sur ce candidat-là, va chercher les candidats qui ressemblent à ce candidat, etc. Alors ça, c'était pas parfait. Moi, je l'utilisais rarement et la plupart des gens disaient, ouais, non, c'est pas parfait. Mais tu avais ce mécanisme-là qui commençait à s'imbriquer dans l'outil aussi. Donc, en fait, quand tu as une équipe dédiée et qui travaille sur un outil, c'est génial parce que tu l'améliores tout le temps. À la fin de cette expérience, du coup, chez Facebook, ouais. Quelles sont les compétences ou les choses que tu as apprises
qui te servent aujourd'hui et où tu te dis, bah, en fait, ils faisaient ça vraiment quand même différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et de voir? Il y avait tout l'aspect diversité qui, à l'époque, n'était pas si développé. Tu vois. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un sujet très important. À l'époque, ça ne l'était pas tant que ça. Et donc, pouvoir venir avec cette expertise de comment on source dans la diversité, mais aussi de pourquoi c'est important, parce que c'est presque le narratif qui est le plus important. Ça, c'était très précieux. Il y a eu des façons de travailler chez Facebook sur comment tu collabores avec les gens et comment tu vois le travail, qui sont très intéressantes et que je garde encore aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Tu vois, on avait un mantra, c'était Still with Pride, et c'est de se dire que quasiment tout a été déjà fait. Quand tu rejoins une boîte de 18 000 personnes, où tu te dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites par des personnes brillantes. Et donc, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut aller chercher les gens qui ont déjà fait quelque chose de très bien, leur demander comment ils ont fait, et après te l'appliquer à toi. Et donc, nous, on faisait beaucoup ça. Dès qu'une personne était bloquée, on disait « Attends, va chercher parce qu'un tel, il a déjà réglé ce problème-là. Va lui demander comment il a fait. » Et après, tu mets les petits tweaks, tu vois. Tu n'es jamais en train de copier-coller bêtement parce que tu as une situation qui est parfois un peu différente. Mais ça, pour moi, c'était très, très... Ça m'a beaucoup marqué, tu vois, en me disant Paul, parce qu'en plus, j'aimais bien faire ça. J'avais un caractère où je me disais trouve une solution, va toujours dans le problem solving. Et en fait, j'ai compris que je pouvais résoudre des problèmes sans trop me prendre la tête, mais juste en demandant la vie aux gens, tu vois. Et maintenant, je le fais beaucoup. J'ai moins cette fierté de me dire ah non, Paul, c'est toi qui dois trouver la solution, tu vois. Ouais, c'est vrai que je crois que c'est un côté d'égo où on veut que ce soit nous-mêmes et se dire bah en fait je serai le seul à le trouver, etc. Ouais. Mais je pense que tout le monde a un peu ça, tu vois. Même pour un job, c'est drôle parce que j'en parlais avec ma femme, et ma femme pendant longtemps me disait non, je veux pas qu'on me réfère, tu vois. Je veux trouver mon job par moi-même. Je comprends le mécanisme derrière, mais le but, la finalité est plus importante, quoi. Ouais, simplifie-toi les. Ouais. Ok. Donc c'est ces deux choses-là qui t'ont beaucoup marqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui t'ont marqué? Franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont façonné, tu vois. Et c'est difficile de dire. Ça, c'est le truc que je peux ressortir très facilement. Mais Facebook, ça m'a beaucoup transformé en tant que professionnel aussi, en termes d'éthique de travail, en termes de orientation KPIs. Moi, quand j'ai rejoint Facebook, tu vois, j'avais jamais eu de target. J'avais des objectifs de recrutement sur l'année, mais on me disait pas Paul, si tu fais pas tant de recrutement sur 6 mois, tu vas avoir ce rating ou ce rating ou ce rating. Ça peut jouer sur ta promotion, ça peut jouer sur ton augmentation, et à des niveaux qui sont très conséquents, tu vois. Quand tu manques une promotion chez Facebook, c'est très frustrant, parce que parfois tu peux prendre un 20% d'augmente. Et ce truc-là, pour moi, au début, tu vois, je suis arrivé, je me disais, ah, mais moi, si on m'augmente un peu tous les ans, je serais content. J'avais jamais vu cette mécanique de compétition, tu vois. Et en fait, ça t'amène à prendre en main ta carrière plutôt que de te laisser un peu glisser. Ça t'amène à te dire, en fait, quand je viens en one-on-one avec mon manager, il faut tout le temps que je sois dans une démarche proactive de lui dire, est-ce que je fais bien les choses? Et si je vais être promu, est-ce que je suis sur les bons rails? Et qu'est-ce que je fais mal? Et du coup, ça te rend très responsable dans ta carrière, tu vois. Je pense que Facebook, ça m'a beaucoup aidé là-dessus, tu vois, en me disant, c'est moi qui ai les rênes, c'est moi qui ai les clés, et si je vais être promu, si je veux aller à un endroit ou à un autre, c'est moi qui en suis responsable. Je peux pas juste naviguer à vue comme ça. Et après, éthique de travail, quoi. Ouais, éthique de travail. Ok. Donc très responsabilisant au final. Ouais. Et comment tu as fait la bascule du coup Facebook, Doctolib? Ça, c'est Rassam. En fait, si tu veux, moi, Doctolib, comme je t'ai dit, j'avais mis un petit pied. Je sais plus si je te l'ai dit, mais j'avais mis un petit pied, tu vois. Exactement, tu as eu une petite période de 2 semaines, puis après tu t'es dit, finalement... Et Rassam, qui avait rejoint Doctolib en tant que recruteur tech, même pour construire le département tech, c'est un très bon ami et c'est aussi quelqu'un que j'estime beaucoup dans le recrutement. Et on est resté en contact, tu vois, pendant les 3 années. Lui, il venait à Londres, on allait à des conférences ensemble. Je prenais une chambre, il venait dans mon lit. Enfin, tu vois, c'était littéralement ça, tu vois. On était vraiment... C'était trop drôle. À Amsterdam, toutes les conférences, on parlait beaucoup. Et Sosu, j'imagine. Ouais, Sosul, SourceCon. On a fait plein de trucs ensemble. Et en fait, lui, à chaque fois, il me vendait Doctolib. Il me disait, ça serait trop bien que tu viennes et que tu construises une équipe de sourcing. On a envie de le faire et on a envie de le faire avec toi. Mais moi, j'étais trop bien chez Facebook. C'était une boîte... je m'étais dit, je vais faire ma carrière là-bas. Je vais jamais partir, c'est trop bien. Mais à un moment, je suis rentré en France pour le boulot de ma femme. Et derrière, le Covid est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai moins kiffé mon expérience chez Facebook. Parce que j'étais plus avec tous mes copains, déjà, qui étaient tous à Londres. On n'était que 2 recruteurs en France. J'étais une des premières personnes à faire le move en remote. Comme je performais très bien, il m'avait permis de le faire, mais normalement, c'était pas quelque chose qu'il faisait.
Et le Covid, beaucoup à la maison, l'impression de travailler plus finalement à un moment pour l'argent que pour l'expérience et l'aventure humaine. Et aussi un côté éthique qui est venu très fort en moi, tu vois, quand j'ai commencé, enfin quand je me suis préparé à être papa, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de difficultés à travailler pour Facebook. Il y a un documentaire qui était sorti sur Netflix qui mettait en lumière. Ouais. Social Dilemma. Dilemma, Ouais, exactement. Moi, ça m'avait beaucoup marqué, tu vois. Et je m'étais dit, en fait, je suis pas sûr que je peux continuer à travailler pour cette boîte si je veux être papa. Parce que je serai plus à l'aise. Et pour ça, pour l'aventure humaine et pour Rassam et d'autres personnes qui avaient rejoint Doctolib que j'aime beaucoup, comme il y avait Lisa, une ancienne collègue de BNP Paribas, il y avait Romain Toffolon qui était un ami de Rassam que je connaissais, Noémie Sichel-Dulon qui était ma boss chez Axway. Toutes ces personnes-là, j'ai envie de retravailler avec elles. Je m'étais dit l'aventure humaine, elle va être incroyable. Ils me proposent un beau projet. Et donc, j'ai fait un training chez eux. Je suis venu entraîner leurs équipes. Ils m'ont fait une propale. J'ai dit non, j'ai attendu 6 mois. Et puis j'étais mûr et puis j'y suis allé, quoi. Donc c'est Rassam qui t'a recruté au final. Ouais, c'est Rassam qui m'a recruté. Il a réussi à t'avoir. Qui a réussi à me faire venir. Ouais, okay. Et quand t'es arrivé là-bas, du coup, comment c'est pareil, tu rentres dans quel univers, comment c'était structuré? Doctolib, c'était une boîte qui fonctionnait avec des recruteurs 360, mais qui avait une volonté très forte de copier un petit peu ce modèle qui était chez Facebook et de le segmenter en apportant, dans un premier temps, un pôle d'expertise sur le sourcing, puis un pôle d'expertise sur la coordination. Et ensuite de continuer dans cette voie-là et de voir qu'est-ce qu'on peut segmenter et où est-ce qu'on peut amener de l'expertise encore plus forte. Moi, j'ai rejoint dans cette démarche-là. Tu vois, on m'a fait venir pour construire une équipe de sourcing. Et du coup, j'étais la première pierre à l'édifice de cette hyper spécialisation du TIE chez Doctolib qui allait très loin. Tu vois, on est allé très très loin. Quand je pense au top du top de ce que Doctolib avait fait en termes de spécialisation, tu avais les recruteurs, les sourceurs, les coordinateurs, le training pour les recrutements, internal mobility, diversité, programme management, RecOps. Et donc ça, c'était des métiers différents, en tout cas, c'est des sections différentes. Ouais, des métiers différents dans le recrutement. Alors, tu avais le recrutement et le sourcing qui était la partie, on va dire, opérationnelle, et tout ce que je viens de te citer qui était regroupé sous la tutelle de ce qu'on appelait le talent excellence. Même des métiers comme le RecOps, toi, tu le connaissais déjà avant ou... Pas vraiment, parce que c'était des data analysts qui géraient l'ATS chez Facebook. J'avais jamais vraiment vu ce métier-là. Et en plus, c'était un métier qui était en progression et en train de se dessiner quand il était chez Doctolib. Parce qu'au début, c'était une personne qui était vraiment en charge de paramétrer l'ATS. Tu vois, où est-ce qu'on met les tags, comment est-ce qu'on fait pour que il y ait les bons étapes et les états, les stages dans l'ATS, comment est-ce que tout ça fonctionne bien. Et plus tu avances dans le métier du RecOps, et plus cette personne, une fois que tout est bien paramétré, elle est là pour analyser la donnée, aider à ce que la donnée soit propre, mettre en place des bonnes guidelines, et aussi donner des stratégies, tu vois, donner des recommandations basées sur la donnée, pour aider les recruteurs au quotidien. Donc c'était aussi les débuts du RecOps, tu vois, et c'était le début des contours qu'on voulait donner au monde du RecOps. Et justement, cette structuration comme ça, avec de l'hyper spécialisation sur chaque pôle, qu'est-ce que ça t'a apporté toi dans ton quotidien, tu vois, comment tu le ressentais? Moi, j'étais un grand avocat de ça, parce qu'en plus, je l'avais vécu, tu vois, sur Facebook. Et je m'étais dit, oh, mais attends, j'étais dans la meilleure machine de recrutement qui soit, je suis obligé de copier ça. Et les arguments pour, t'en as plein. Le plus fort, c'est l'hyperspécialisation. C'est-à-dire que c'est l'effet boule de neige. Quand tu as quelqu'un qui fait du sourcing tout le temps, il devient meilleur plus rapidement. Et surtout, ton vivier, il est jamais sec, tu vois. Quand tu recrutes sur du pipeline, ce que faisait Doctolib sur les sales, l'engineering, et même sur pas mal d'autres métiers, et que tu as moins d'entrants, tu n'as pas envie que ton pipe il fasse ça, quoi. Tu veux pas avoir une pool de candidats, les emmener en fin de process, ça le fait pas, tu recommences, il n'y a plus rien. Tu veux avoir un flow constant de candidats, surtout si les objectifs ils augmentent et que la complexité de recrutement augmente. Donc pour ça, tu vois, le case, il est facile à faire. Pour la diversité aussi, parce que tu te rends compte que si tu veux augmenter la diversité dans tes équipes, ce que Doctolib voulait vraiment faire, tu peux pas juste le laisser aux mains de l'inbound ou aux mains d'un peu de la chance. Tu vois. As besoin de... Tu dois provoquer la chance. Voilà, tu es obligé d'avoir une démarche très proactive sur le sujet. Et ça, c'était pour moi les deux plus gros facteurs. Et après, tu as l'expérience candidat. Alors, tu peux très bien avoir une discussion d'autres personnes qui vont te dire « Ah, je pense que c'est moins bien en termes d'expérience candidat parce que tu n'as pas une seule personne qui gère tout le chemin. » Mais moi, je pense au contraire que si les personnes sont très bien câblées sur ce qu'elles vont faire
et savent exactement quel type de relation elles doivent avoir avec le candidat, et ben cette expérience candidat, elle est parfaite. Parce qu'en fait, tu as une première approche qui est celle du sourceur, qui est de trouver, motiver et s'assurer que le candidat il est chaud pour le process. Après, le recruteur qui va le coacher à travers les différentes étapes du recrutement, l'assesser un petit peu, le défendre sur le brief et être un peu, tu vois, derrière lui pour s'assurer, ou derrière elle, pour s'assurer que pendant tout le process de recrutement, la personne, elle lâche pas, elle comprend bien, elle a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Ça marche bien comme ça. Pour moi, c'est même parfait, quoi. C'est vrai que chez Wavestone, ils sont assez connus aussi pour ça, d'avoir une personne qui est dédiée pour l'accompagnement au sein du process. Et après, tu as à chaque fois une personne à chaque étape. Ouais. Je crois qu'ils avaient mis ça en place. Ça pourrait être intéressant de leur en parler. Et tu vois, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Si tu pousses le truc encore plus loin, l'équipe coordinateur qui va organiser... Donc c'est ça l'équipe coordinateur, c'est leur rôle de... les coordinateurs, eux, ils s'assuraient que les candidats... Ils organisaient les entretiens. Okay. Donc en fait, ils s'assuraient de bien matcher les agendas des hiring managers pour qu'ils puissent rencontrer les candidats. Et aussi, ils assuraient un peu la logistique quand les personnes viennent sur site. Pour s'assurer qu'ils viennent au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure. Chez Facebook, par exemple, l'équipe coordinateur, elle gérait des trucs de ouf. Elle gérait de la réservation d'hôtel, elle gérait des voyages. Moi, j'étais arrivé, tu vois, à 20h à l'hôtel la veille de mes entretiens chez Facebook. J'avais une galère parce que ma carte bleue, elle passait pas. J'avais appelé ma coordinatrice, tu vois. Et elle était en mode, oh, t'inquiète, je vais voir avec l'hôtel et tout. Et en fait, ça, c'est incroyable en termes d'expérience. C'est génial. Ouais. Parce que j'allais pas appeler mon recruteur ou mon sourceur. Eux, ils ne savent rien de tout ça. Et donc, c'était la coordination, quoi. Et dans ce process-là, c'était quel volume de recrutement que vous aviez chez Doctolib pour avoir justement cette machine et cette structuration? J'imagine que toutes les boîtes ne peuvent pas se spécifier parce que ça demande déjà des ressources conséquentes. Ouais. Et ça veut dire que le pôle recrutement, t'investis énormément dedans. Et tu sais que c'est un enjeu hyper stratégique pour la croissance de ta boîte. Ouais. Quelle était justement la croissance de Docto à cette époque ou même le plan de recrutement que vous aviez? Ouais, ils recrutaient, tu vois, 750 à 1000 personnes par an à peu près. Mais c'est marrant parce que faire ce move-là, c'est plus un choix idéologique qu'un choix stratégique. Parce que tu peux très bien dire, j'ai embauché plein d'autres recruteurs. Et juste, ils vont se répartir cette tâche de sourcing et de coordination entre plein de personnes. Donc c'est vraiment un choix idéologique de faire ça. C'est pas juste on doit grandir et scaler et du coup on va faire ça. On pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Okay. Mais ça amène aussi de la complexité. Ouais. Surtout, tu as plusieurs parties prenantes, donc faut mieux communiquer et coordonner encore mieux, quoi. Ouais. Quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en place chez Docto qui ont... celle-ci en est une selon moi. Même si c'est un mouvement idéologique, il y a quand même des axes assez stratégiques là-dedans. Quelles sont les choses que vous avez testées, qui ont marché, qui vous ont permis d'aller chercher des candidats? D'ailleurs, est-ce que vous avez beaucoup d'entrants? C'était plutôt de l'inbound? C'est vous qui allez chercher plutôt les candidats en outbound? Quelles étaient les différentes sources? Ça dépend des métiers. Il y a des endroits... Alors la tech, par exemple, moi, avant que j'arrive, il y avait quand même beaucoup de travail qui avait été fait sur l'employer brand. Ils avaient développé une newsletter, Tech Life, ils avaient un blog, ils avaient du contenu vidéo, ils avaient vraiment très, très bien bossé. Donc newsletter et contenu spécifique pour la tech. Exactement. Et en plus, ils avaient embauché, ce qui, je pense, était un très bon driver de croissance, ils avaient embauché des devs qui étaient des leaders d'opinion en France. Un gars qui venait de Google, un gars qui venait de Docker, un gars qui était dans l'organisation du DevOps, et donc des gens qui avaient des grosses communautés de personnes qui les suivaient derrière eux, et qui quand ils les voyaient rejoindre Doctolib, qui se disaient « Oh, ça c'est des signaux forts, on va rejoindre Doctolib, trop bien ». Et ça brassait beaucoup de monde, en plus des efforts de la marque employeur. Surtout sur des populations juniors et mid-seniors. À un moment donné, quand Doctolib a commencé à aller chercher plus des principal engineers ou des ingénieurs très seniors, les efforts d'employer brand marchaient, mais avaient besoin d'être soutenus par le sourcing, surtout quand tu penses internationalisation de nos équipes, ou par exemple en Allemagne et en Italie, on a une marque employeur beaucoup moins forte que celle en France. En France, on nous connaissait, on savait qu'on avait une marque tech et une marque employeur très forte. Quand tu allais dans d'autres pays, le sourcing là prenait encore plus d'importance. Donc c'était ces deux vecteurs, voilà, le sourcing en soutien de la marque employeur qui marchait très bien. Donc ça c'était plus sur la tech. Tu vois, sur le sales en Allemagne par exemple, là on avait besoin de sourcing. On avait besoin d'énormes volumes de sourcing. Donc c'était, tu vois, c'est peut-être moins personnalisé, mais c'est plus automatisé, quoi. Là, tu fais crasher la machine, tu contactes 150 candidats par semaine au minimum, et il y a un peu de casse. Parfois, t'es pas super satisfait du profil, mais tu sais qu'il faut du volume. Donc, tu fais beaucoup rentrer.
Et puis après, tu avais d'autres pipelines où la marque employeur de Doctolib faisait vraiment le boulot parce que quand tu veux faire du marketing en France, Doctolib, c'est une super idée. Quand tu veux faire de la strat, Doctolib, c'est une super idée. Et donc, tu avais aussi des postes où il n'y avait pas besoin de sourcing, quoi. Où juste le marque employeur, tu mettais une annonce. Ça venait. À l'époque, quelle était la stack d'outils que vous utilisiez? Quand je suis arrivé, c'était principalement Greenhouse. Tu avais quelques job boards un peu intéressants. Qu'est-ce qu'ils avaient? Je crois qu'ils utilisaient Talent.io à un moment. Ils utilisaient un peu de Cab. Pour quel type de profil ils utilisaient des Cab plutôt pour... Pour de la tech parfois. Mm-hmm. Pour de la tech ou du produit parfois. Et à quel moment tu utilises un Cab alors que justement tu as structuré ton pôle? C'était avant, tu vois. Franchement, moi, de mon vécu chez Docto, j'ai pas vu de Cab. C'était un peu avant qu'ils en utilisaient, quand ils avaient des besoins un peu plus forts que ce que l'équipe recrutement pouvait supporter. Mais moi, quand je suis arrivé, ils étaient dans une phase de grosse croissance de l'équipe recrutement. Donc, ils n'ont pas fait tant que ça, tu vois, usage des Cab. Mais avant, ils le faisaient plus. Et puis, en termes d'outils, ouais, c'était Greenhouse l'ATS. LinkedIn Recruiter, on était full équipé. On avait LinkedIn Talent Insight aussi, la plateforme analytique de LinkedIn. Peu de boîtes longs en France, on était des gros bêta-testeurs et des gros drivers d'opinion pour eux. Tu avais 2-3 CVTech, je me rappelle plus ce que c'était au début, mais qu'on a lâché après, parce qu'on était à fond LinkedIn Recruiter. Et moi, une de mes activités, enfin un de mes projets, ça a été d'implémenter un CRM pour le plugger sur Greenhouse, qui avait un CRM un peu pourri, quoi. Ils se sont un peu améliorés depuis, mais pour moi, c'était pas au niveau. Et donc, on avait choisi Gem. Ah oui, je vois très bien. Ouais, tu vois. Ouais, aux States qui font aussi de l'automatisation. Ouais, exactement. En fait, Gem, c'est marrant parce que... À l'initial, ils faisaient pas ça et... Ouais, mais si tu veux, le truc qui est cool avec Gem, enfin pour moi, c'était génial, c'est que c'était des anciens devs de Facebook et de Dropbox. Ah, génial. Et ils avaient connu l'outil. Et moi, quand je voyais Gem, j'avais l'impression de revoir... Le même outil que tu avais vu à Facebook. Exactement, Facebook. tu vois. Incroyable. Et je leur parlais et je leur disais, voilà ce que j'ai vu à Facebook. Ils me disaient, ouais, on sait, c'est là-dessus qu'on va aller, c'est les features qu'on va développer. Je dis, c'est génial. Et donc, en fait, du coup, tu retrouvais des similarités dans les features. Tu avais une extension Chrome qui marchait très bien sur l'extraction, tu avais du séquençage derrière, avec de la to-do quand tu ne pouvais pas l'automatiser, tu vois, dans LinkedIn Recruiter, par exemple. Tu avais un CRM super chiadé, avec un panel de filtres extrêmement précis aussi. Et tu avais un dashboard d'analytics qui était incroyable. Il était encore plus beau que celui de chez Facebook et qui était customisable par employé. Donc, par exemple, toi, tu disais, je veux voir mon nombre de candidats contactés par semaine ou par mois, je veux voir mon nombre de prescreens, je veux voir les prescreens que j'ai envoyés, je veux voir mon taux de réponse, je veux voir... Tu pouvais choisir. Et tu avais ton tableau de commandes comme ça à toi, tu te connectais sur l'outil et voilà. Et c'était génial pour piloter les one-one, pour piloter la performance. Toi, tu pouvais même dire en fonction des sourceurs, parce que j'avais beaucoup de différences entre mes sourceurs, tu pouvais même dire c'est quoi les indicateurs de performance les plus importants. Est-ce que c'est la conversion? Est-ce que c'est le volume? Et eux adaptaient leur tableau en fonction de ça. C'était génial. Okay. Ça coûtait cher. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et du coup, tu avais ça plugué avec l'ATS. Ouais, ça plugué avec Greenhouse, exactement. Okay. Est-ce qu'il y a des projets ou des campagnes de recrutement que vous avez mis en place qui ont particulièrement bien marché? Je sais pas si tu as des campagnes de recrutement dans le pur sens du terme. Peut-être des actions que vous avez pu mettre en place. Je pense notamment, tu vois, au métier du Recops. Ouais. Est-ce que le Recops a réussi à vous aider dans certaines tâches du daily opérationnel et vous avez permis, par exemple, de gagner beaucoup plus de temps ou toucher plus de candidats? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est souvent, tu pars d'insight et tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Tu vois, par exemple, se dire qu'on va passer sur des entretiens en volume, sur la partie sales ou sur la partie opération, pour nous, c'était lié à la donnée. On s'était dit, ah bah tiens, là, c'est des time to hire qui sont très courts, c'est des candidats qui restent très peu de temps sur le marché, on a envie d'en voir plein parce qu'on veut en sélectionner plein, mais parmi plein. Et donc, il faut qu'on fasse des sections de recrutement collectif plutôt que de juste faire du one by one, parce qu'en plus, c'est mieux pour nos métiers. Parce que, tu vois, quand tu vois que le time to interview, il est mauvais, tu dis en fait, OK, il faut qu'on trouve une autre solution. Bah, c'est ça. Ça, c'est un exemple, tu vois. Ouais, pour moi, ça, c'est un bon exemple. Je suis en train de réfléchir un peu si je peux t'en donner d'autres. On avait parfois, avec de l'analyse de données, on se disait, OK, tu vois, c'était plus... parfois, c'était, est-ce qu'on reste bloqué? Est-ce qu'on continue à faire la même chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Sur un recrutement d'un directeur en Allemagne, tu vois, on se disait, bon, bah tiens, là, on a fait 90 prescreens.
On n'a pas fait d'embauche. Et on allait regarder les taux de conversion, on disait où est-ce que ça va pas. Et ça allait pas parce qu'au pré-screen, tu vois, on en avait fait passer que 16 sur les 90. Ah ouais. On se disait, oh, la vache, c'est vachement dur ça. Mm. Pourquoi? Et en fait, parce que le fait que derrière, c'était l'interview avec le VP Engineering Allemagne, on se disait, il faut screener fort parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et on perdait des candidats parce qu'on screenait un peu trop fort. Okay. Et du coup, on a revisité les scorecards, on a dit, OK, là, c'est peut-être des candidats qu'on devrait recontacter pour les faire passer. On a parlé avec le VP, on lui a dit, là, tu avais décliné sur les 16 et il n'en a fait passer que 4 dans le process. Là, tu as décliné là. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait les remettre dans le process? Et tu vois, in fine, en faisant ça, sans mettre beaucoup de candidats dans la machine, on a embauché une personne. Parce qu'on a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ouais, juste, c'est là, on avait sourcé les 300... directeur et VP Engineering de Berlin. On a dit on part là, on fait toute l'Ukraine, enfin, on va en Ukraine, on va dans les pays frontaliers, on va en Turquie, on va faire la Suisse, on va faire la France, la Belgique, et on va chercher quelqu'un pour relocate à Berlin. Où on se dit, ok, le pool il est là, le candidat il est là. Comment on fait pour le trouver? C'est juste qu'on a un peu merdé. Ouais. Comment on fait pour le trouver? Et ça, c'était vraiment lié sur la donnée, tu vois. Et c'était pas le Recops qui nous disait, mais c'était l'analyse de la donnée grâce aux outils du Recops. Ouais. Du coup, ça c'est intéressant. Vous aviez quand même un aspect très data-driven, surtout avec toutes ces spécialisations. Tu étais obligé d'optimiser via la data. Donc ça, c'est hyper intéressant. Quels sont les enseignements que tu tires de Docto, de ton expérience là-bas? Tu vois, c'est marrant parce que du coup, moi, j'avais copié le modèle de Facebook et ça marchait plus ou moins. Je trouve que ça a bien marché au début et puis après ça s'est un peu effrité. D'ailleurs aujourd'hui Doctolib n'a plus d'équipe sourcing à part entière. Et je pense que c'est parce que quand une boîte réussit quelque chose dans la façon dont elle le fait, tu sais pas s'ils ont réussi grâce à ça ou s'ils ont réussi malgré ça. Tu vois, ils ont fait ça et ça a quand même marché. Et si ça marchait parce que c'était eux et leur environnement ou si ça marchait parce que c'est la bonne formule. Et je pense que mon aventure chez Doctolib, ça m'a aidé à prendre du recul là-dessus, à me dire c'est pas parce que quelqu'un a réussi quelque chose ou fait quelque chose et que ça marche chez eux, que ça veut dire que je dois faire la même chose. Et que le plus important, c'est que moi, je fasse ma propre cuisine et que je comprenne, que je m'inspire des autres, mais que je me dise, ok, Paul, est-ce que tu penses que ça va marcher ici? Et est-ce que tu vas t'entêter? Parce que moi, je me suis beaucoup entêté sur le sourcing chez Docto. Tu vois, je me disais, non, il faut que ça fonctionne, il en faut sur tous les postes. Et j'ai eu des revers, tu vois, j'ai eu des conversations où il y avait beaucoup de fritures sur la ligne, où ça ne marchait pas, où on me disait non, on n'a pas besoin de sourcing, ou alors du sourcing, mais juste pour faire ça. Et moi, je disais non, vous ne comprenez pas. Mais en fin de compte, c'était moi qui ne comprenais pas. Tu vois. Je comprends. Ouais. Donc, c'était vrai. Je pense que Doctolib m'a beaucoup appris là-dessus, tu vois, en me disant, en ayant de l'humilité et en me disant, Paul, comprends déjà exactement le problème et comprends comment on va le résoudre. Tu vois, c'est un peu cette expression. Tu vois des clous partout, tu as un marteau, tu vois des clous partout. Ouais. C'était un peu ça, là. Moi, je voyais des clous partout, j'avais mon marteau. Alors que parfois, non. C'est juste un clou qu'il faut solutionner. Ouais, exactement. Ou c'est une punaise, tu vois, tu n'as pas besoin d'un marteau. Donc, en fait, voilà. Parfois, c'était littéralement ça, tu vois. Tu vas over-ingénierer un truc et puis finalement, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin. Tu vois, on avait une sourceuse sur la partie sales. Elle faisait du très bon boulot, mais je pense que l'apport de valeur, il était minime par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir ailleurs. Parce qu'on avait tellement d'inbound que il aurait fallu juste dire à 2-3 recruteurs, bon, quand vous devez recruter quelqu'un à Clermont ou à Quimper et que vous galérez et qu'il n'y a pas d'inbound, bah juste aller sourcer un petit peu. Quoi. Avant de passer à la fin aux dernières questions, je te propose un petit jeu. Vas-y, je suis chaud. Des petites questions... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, la rapid fire question. On va appeler ça comme ça. Ping-pong. Exactement, ping-pong question. Du coup, je te pose des questions et du coup, tu dois choisir entre les deux choix qui sont à ta portée. Et je ne dois pas trop réfléchir, c'est ça? Exactement, à l'instant. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Est-ce que tu es plutôt inbound ou outbound? Outbound. C'est ouf. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Plutôt manuel ou automatisé? Manuel, mais j'aimerais être plus automatisé. Plutôt soft skills ou hard skills? Soft skills. Plutôt LinkedIn recruteur ou plutôt LinkedIn recruteur. Je te laisse même pas terminer. LinkedIn recruteur. Plutôt opérationnel ou stratégique? Opérationnel. Tu préfères contacter les candidats par appel ou par message? Message. Tu préfères les hacks ou les méthodes? Méthode. Est-ce que tu es plutôt un rêveur ou un exécutant?
Je suis un rêveur qui se soigne, mais je suis un exécutant en vrai. Je fais mal à la réponse de Normand. Magnifique, très bien. Trop bien. Les dernières questions simples. Ressources, est-ce que tu as des ressources à partager? Il y a un très bon livre que j'ai lu quand j'étais chez Facebook, qu'on m'avait conseillé quand j'étais chez Facebook, qui est sur la diversité. Et notamment les bénéfices de la diversité. Et pourquoi tu fais ça? Pas juste pour des raisons idéologiques. Ça s'appelle Rebels Idea. Ça a été écrit par un mec qui s'appelle Matthew Zayed, qui fait des super bouquins d'ailleurs. Et il a un style d'écriture qui est très storytelling, donc ça se lit très facilement. Mais ça explique pourquoi la diversité est super importante d'un point de vue stratégique, opération, revenus. Et tu as des très belles histoires sur comment le monde pourrait se porter mieux si on avait eu de la diversité dans certaines teams à certains moments. Et c'est génial. Ouais, je crois que je vais acheter juste après là. Rebels Idea. Trop bien. Est-ce que tu as des idées de personnes qu'on pourrait inviter dans le média que tu aimerais voir? J'ai pensé à quelqu'un que du coup on voit jamais, tu vois. Ah bah parfait, c'est plus drôle. Trop bien. Mais Abraham Dia, avec qui j'ai bossé chez Axway et qui derrière a fait 6 ans chez Datadog. C'était l'un des premiers recruteurs de Datadog. Déjà, c'est la personne la plus adorable du monde. Donc tu passes un trop bon moment, mais genre, il est trop gentil. Et c'est un personnage. C'est un personnage. Trop bien. On le contacte aussi. Et en plus, c'est un recruteur tech incroyable. Donc tu gagnes. Avec lui, tu gagnes tout le temps. Trop bien. Parfait. Je vais le contacter juste après. Super. Et dernière question. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer? C'est marrant parce que du coup, j'avais pensé à des trucs, mais je te les ai pas mal dit dans la conversation. Tu vois, moi aujourd'hui, je trouve qu'on arrive dans une ère où l'IA est prépondérante, où l'automatisation est prépondérante, et je trouve ça super pour alléger la charge du recruteur sur beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça peut faire peur, parce que tu dis mon job va changer, est-ce que l'IA va me piquer mon job? Je pense que quand je réfléchis à ça, je me dis que c'est nous qui décidons. Et que le futur du recrutement et la vision qu'on a du recrutement, c'est nous qui allons la façonner. Et moi, je crois, et ma conviction, c'est qu'il y aura toujours des humains dans le recrutement, parce que ça a de la valeur de faire ça. Tu n'as pas envie de tout automatiser. Et moi, je pense beaucoup à la valeur, tu vois. Si on me disait, Alexis, en plus, je sais que tu fais des triathlons. Si on me disait, Alexis, tu vas faire ton prochain triathlon en 2h15, mais tu n'as plus besoin de t'entraîner. Est-ce que tu kifferais autant? Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que tu as tout le... En fait, la course, c'est le résultat de toute l'expérience et l'entraînement que tu as eu. Et c'est ça qui est vraiment gratifiant au final. Tu vois. Ouais, tu vois, c'est ça. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans faire les choses. J'avais même lu un article où quelqu'un disait l'IA veut supprimer les tâches non cognitives, mais parfois ça permet au cerveau de se reposer. Et c'est pratique, et ça existe pour une raison. Et je me dis, c'est quand même bien pensé. Bon, j'ai quand même envie de me débarrasser de beaucoup de trucs, tu vois. Mais je me disais, oui, il y a un vrai raisonnement là-dedans. Et j'aime bien penser à ça en ce moment, tu vois. C'est un mot de la fin un peu philosophique. Je me disais même, tu vois, Getir, ça a disparu en France. Et moi, quand j'avais vu Getir arriver, je m'étais dit, quel business de merde. Genre, les gens, ils peuvent pas faire leurs courses de proximité. Il y a un peu de valeur à faire ces courses de proximité, choisir ses aliments, toucher les trucs et tout. T'as pas envie d'avoir tout qui te tombe sous la main. Et je pense que c'est important de garder des gens qui font le métier et de pas tout automatiser. C'est bien d'augmenter les recruteurs, mais pas de les remplacer. Voilà, c'est ça. Voilà un bon mot de la fin. Magnifique mot de la fin. Trop bien. Merci à toi, Paul. Parce qu'il va bien avec ton business. Clairement. Merci beaucoup Paul. à toi. C'était trop bien. Merci à toi.